Bonjour et bienvenue dans le podcast Campai. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour ce format interview Régis Arnaud, qui est journaliste et écrivain français au Japon. Alors Régis, tu as gentiment répondu à mon invitation sur Twitter, où on te suit depuis très très longtemps. Bonjour à toi. Bonjour Gaël. Donc tu as un profil qui est très intéressant parce que, comme on va l'évoquer dans ce podcast en long format, tu as une expérience du Japon qui est très très longue, hein, bientôt 30 ans. Et puis tu as une approche qui est, je trouve, assez critique sur le Japon, qui est intéressante à ce titre parce que tu n'as pas un regard béat et tu vas aborder des sujets Japon qui sont parfois un petit peu sensibles ou alors des choses que le Japon fait et qui peuvent nous sembler un petit peu incohérentes. Donc voilà, on va écouter tes lumières, ton regard justement parfois un peu acerbe, mais comme toujours intéressant sur ces différents sujets. Tu es né en 1971. À quel moment naît ton intérêt pour le Japon? Est-ce que c'est pendant l'enfance, l'adolescence? Alors en fait, juste d'abord, que je sois critique, je pense qu'en fait, je me rends compte avec le temps que ce qu'on aime dans un pays ou dans le Japon a parfois des causes qui nous déplaisent. C'est-à-dire que cette harmonie, cette cohérence, tout ce qu'on loue a en fait un prix dont on se rend compte petit à petit. Donc c'est pas tant un regard peut-être critique enfin, j'ai l'impression de me rendre compte de plutôt que dénigrer une partie et d'en apprécier une autre, les deux sont à fur et à mesure qu'on vit longtemps ici, on se rend compte que les deux sont liés en fait. Mais on y reviendra. En fait, mon intérêt pour le Japon est totalement comment dire est le fruit du hasard, c'est-à-dire que je suis arrivé le 4 février 95 au Japon un peu par hasard. Je cherchais une coopération. Il y avait à l'époque ce moyen de faire son service militaire à l'étranger. Et le Japon était une des options. Et moi, mon but était d'aller le plus loin possible. En fait, j'avais 24 ans et je voulais... on m'aurait proposé le Kamtchatka la Bolivie, je serais parti. Il se trouve que ça a été le Japon et que je me suis improvisé amateur de Japon dans les dernières semaines qu'on précédé mon départ. C'est-à-dire que j'ai acheté la méthode A6000 et puis j'ai appris voilà des phrases comme quand on apprenait une langue étrangère adolescent en voulant aller dans un autre pays. Et donc je ne sais pas si c'est dire passion, mais je ne suis pas venu au Japon par rêve d'y aller avant. J'y suis arrivé vraiment comme un cheveu sur la soupe, si j'ose dire. Et donc en découvrant ce pays avec peut-être une fraîcheur, enfin sans le moindre a priori, parce que je n'en connaissais strictement rien. Alors, c'est comment le Japon dans les années 90? Moi, mon premier voyage, il date de 2003, donc on sait enfin, je l'ai vu beaucoup évoluer en un peu plus de 20 ans, mais j'imagine qu'encore 8 ans plus tôt, c'était autre chose. On avait à cette époque des images du Japon qui étaient finalement enfin, beaucoup de curation, parce qu'on avait un petit peu de documentaires à la télé, on avait des fois des articles dans des magazines comme Géo, mais finalement pas grand-chose, contrairement à aujourd'hui où on est abreuvé d'images en permanence. Ça fait quoi d'aller au Japon dans les années 90 et puis comment ça a évolué depuis? Vaste Alors, question. ouais, vaste question. En arrivant, en fait, bon, le Japon a toujours été un pays très, comment, homogène n'est pas vraiment le mot, mais moi, je dis souvent pour résumer, notamment à mes amis japonais, que c'est un peu arriver dans un aquarium, c'est-à-dire un monde un peu fermé qu'on voit de l'extérieur quand on est étranger, un pays qui est presque une planète, enfin qui a évidemment sa propre langue, mais ses propres mœurs, sa propre manière de travailler, de fonctionner. C'est un monde qui pourrait presque fonctionner en vase clos et qui d'une certaine manière souvent l'est. Et ça a évidemment un peu changé avec l'arrivée des touristes, etc., mais pas tant que ça. Et 95, c'était une année un peu traumatique pour le Japon. Au moment où j'arrivais, en fait, quelques semaines avant, il y avait eu le tremblement de terre de Kobe, et quelques mois plus tard, il y aurait l'attentat du sarin, dont les gens se rappellent encore. Mais c'était un monde qui a pas tant changé que ça, en fait, je pense, mais qui était très frappant pour quand on venait de France. Moi, je me rappelle ça va paraître sans doute extrêmement banal, mais on arrivait dans un monde sans chômage. Moi, j'étais d'une génération où le chômage était vraiment presque
comment dirais-je, un acquis. C'est-à-dire, c'était 95, c'était chômage de masse en France, c'était etc. Et donc, arriver dans un monde où tout le monde travaille, rien que ça paraît sans doute quelque chose un détail dans tout ce qui est un pays, mais c'était assez étonnant. On avait un peu l'impression de rentrer dans une espèce d'horloge, d'une espèce de mécanique. Je me rappellerai toujours, moi j'habitais près de Idabashi, et quand j'arrivais à la gare d'Idabashi, il y avait un panneau en sortant, et c'était écrit en caractère latin information, et en dessous tout était en japonais. Et je me suis dit, voilà, je suis redevenu analphabète. Et donc c'est ça peut-être la première sensation que faisait le Japon à cette époque, et je pense encore maintenant, c'est d'arriver dans un monde où l'on redevient analphabète. C'était un monde aussi, 95, c'était un peu après la bulle, c'est-à-dire que ce qu'on connaissait du Japon économiquement, c'était les années d'exubérance financière et spéculative de la fin des années 80. C'était les Japonais qui se faisaient enterrer avec des tableaux de maître, qui achetaient des clubs de golf et des gratte-ciel aux États-Unis, qui déferlaient par bus entiers dans les musées français, et qui défrayaient la chronique, qui étaient ces espèces d'ajouts dans la mondialisation, comme ça, qui stupéfiaient un peu le monde. C'était la fin du Japon triomphant des années 80, et c'était un autre Japon, peut-être un peu plus sage, un peu plus, disons, que l'économie avait rendu un peu plus humble que quelques années avant. C'était un peu la sensation d'arriver à la fin juste après une grande soirée, quand on arrivait en 95. C'est-à-dire un monde encore très opulent, où il y avait beaucoup d'argent, où il y avait vraiment un sentiment encore, oui, d'opulence, mais après ce qu'on peut appeler les années folles, c'est-à-dire les années 80. Donc depuis, tu as appris le japonais, j'imagine, tu n'es plus analphabète au Japon. Alors, je parle pas très bien japonais, je dois dire, pour quelqu'un qui a 30 ans, j'avoue ne pas être bilingue, et c'est une langue qui m'a toujours résisté, ou que j'ai toujours, alors je parle évidemment, j'aurais du mal à pas m'exprimer, et je fais la plupart de mes interviews en japonais, mais je ne le parle pas comme je devrais le parler après 30 ans. Non. Mais effectivement, je suis moins analphabète. En tout cas, donc depuis 30 ans, tu as eu l'occasion de te marier. Et puis dans cet intervalle, alors on va évoquer un petit peu ton parcours rapidement, mais tu as écrit 2 livres. Je commence par ça et pas par ton métier de journaliste, parce que le premier date de 98, c'était un roman qui s'appelle Tokyo c'est fini. Déjà, est-ce que tu peux nous en parler avant qu'on aborde le second? Oui, Tokyo c'est fini, c'était un roman que j'avais publié, que j'ai publié en 98, à la sortie de mon séjour, enfin de mon travail à l'ambassade de France. Il me semblait que la France et le Japon ont une relation assez particulière de fascination réciproque. Et Tokyo c'est fini, pour moi, bon, c'est l'histoire un peu, disons, potache d'un jeune Français dans le Japon de l'époque, donc qui rencontre des jeunes femmes, qui traversent la société japonaise d'un point de vue privilégié, d'un promontoire privilégié qui est l'ambassade. Et il me semblait qu'il manquait à la relation franco-japonaise quelque chose un regard un peu, disons, terre à terre, c'est-à-dire sortir de la fascination, et puis décrire des scènes humaines, des choses vécues, des choses un peu plus directes, un peu plus légères, mais qui manquaient un peu dans cette espèce encore une fois, de fascination réciproque et un peu empesée, qui me semblait un peu masquée. C'était un peu deux paravents qui s'opposaient, mais ça manquait un peu voilà, d'expérience directe et de choses simples, en fait, de relations entre un jeune Français et une jeune Japonaise, un jeune Français et des Japonais et des Français, plus quotidiennes, oui, voilà, plus senties, si on peut dire. Ton second livre, tu l'as coécrit avec Yann Rousseau, que l'on connaît également par le biais de Twitter et que j'espère interviewer un peu plus tard.
dans notre expérience du podcast Campagne. Celui-ci, ce n'est pas un roman, il est consacré à l'épisode Carlos Ghosn. C'est un livre qui s'appelle Le Fugitif, qui a été publié début 2020. C'est l'occasion pour moi, parce qu'on l'a finalement... Alors, on avait écrit un long article sur Campagne à l'époque, mais j'aimerais avoir ton regard sur tout cet épisode Carlos Ghosn. Alors, ce que tu en as pensé à titre personnel et puis à titre de journaliste, mais aussi pourquoi ce livre a été écrit et quel était son objectif. En fait, quand Carlos Ghosn a été arrêté, on a vu la collusion de deux mondes, justement le français et le japonais. Et cette collusion avait comme personnage principal finalement l'homme qui incarnait le plus la mondialisation, c'est-à-dire un franco-libano-brésilien qui avait redressé une entreprise japonaise et en dirigeait une française. C'était vraiment l'incarnation, c'était Mister Globalization. Et il se retrouvait arrêté. Finalement, c'était une sorte de rappel de ce que dans cette mondialisation, les systèmes judiciaires demeurent nationaux, les pays ne sont pas gérés de la même façon, et les mœurs, les perceptions, c'était une sorte de revanche de la mondialisation. Et il se trouve que avec Yann, on était très bien placé pour en rendre compte parce qu'on connaissait à la fois la face française et la face japonaise. On avait accès à ces deux mondes qui semblaient jusque-là, d'ailleurs le Renault-Nissan s'appelait l'Alliance avec un L générique, qui semblait jusque-là fonctionner parfaitement. Et de fait, enfin, Carlos Ghosn avait redressé Nissan en regardant justement avec ce regard hors de l'aquarium que j'évoquais avant ce constructeur. Et il y avait tout d'un coup comme ça une sorte de revanche justement d'un monde tout d'un coup qui se retournait et qui disait à Carlos Ghosn en fait on a quelque chose à vous reprocher et ça va se passer comme ça désormais. Et ça a été un choc. Son arrestation évidemment a été un choc, moins pour moi ou pour Yann parce qu'en fait le système judiciaire japonais existe et comment dire a sa propre manière de fonctionner. Et j'ai pensé que c'était la collision de deux mondes et peut-être d'ailleurs la fin d'un monde qui ne reviendra plus. C'est-à-dire qu'on imagine mal maintenant ce qui avait présidé à l'alliance, à la quasi-fusion, enfin c'est pas une fusion d'ailleurs, mais à la collaboration entre Renault et Nissan. On voit difficilement la même chose se reproduire aujourd'hui. Le rachat de Nissan par Renault a eu lieu à la fin des années 90. Aujourd'hui, il n'est pas certain qu'une telle aventure serait possible pour plein de raisons. Donc, pour moi, qui était déjà au Japon depuis quand il a été arrêté, je crois que c'était en 2018, donc ça faisait déjà presque plus de 20 ans que j'étais au Japon. C'était une sorte de retournement, si vous voulez. Que l'on a suivi avec Yann, donc jusqu'à sa fuite au Liban et même jusqu'à aujourd'hui, avec le privilège de pouvoir parler à tout le monde, côté français et côté japonais, qui étaient en fait deux planètes qui semblaient collaborer mais qui s'ignoraient aussi. Et nous, on avait la chance, encore une fois, de pouvoir être cette passerelle de l'un à l'autre. Et on a essayé d'être le plus objectif possible, de raconter l'histoire à la fois industrielle, économique, personnelle, politique, diplomatique de cette vaste affaire qui reste quand même très originale. Il n'y a pas d'autres exemples, je pense, d'affaires similaires et qui durent encore, puisque Carlos Ghosn est encore probablement au Liban. Alors, au quotidien, tu es journaliste, donc tu es rédacteur en chef du magazine économique France-Japon Eco. Et puis, tu es également correspondant au Japon, bien sûr, pour Le Figaro et Challenge. On va parler après de ton travail à Toyo Keizai, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton quotidien, alors notamment à France-Japon Eco, mais également quelles sont tes relations avec le Figaro et Challenge? Comment tu interviens? Est-ce qu'on te commande des articles? Est-ce que tu fais des propositions? Voilà, comment est ton travail de journaliste au quotidien? En fait, c'est cette variété de médias, donc français et japonais, me permet d'avoir différentes vitesses ou différentes longueurs. Pour le Figaro, c'est évidemment un quotidien. C'est des articles qui peuvent être
d'une nouvelle qui tombe le matin et dont je parle l'après-midi pour l'édition du lendemain. Challenge, c'est un hebdomadaire et un site web, donc c'est un temps un peu plus long. Puis France Japon Echo, c'est un trimestriel, donc c'est un temps beaucoup plus, on appelle ça du froid dans les médias, quoi. Il y a du chaud et du froid. Donc c'est trois vitesses qui me correspondent bien parce qu'il y a des sujets qui se traitent vite, il y a des sujets qui se traitent lentement. Alors le Japon a tendance à un peu euh, comment dirais-je, disparaître est un mot un peu fort, mais l'intérêt qu'il y avait pour le Japon dans les années, à la fin des années 90, où le Japon était un géant, non seulement un géant qui était à l'étranger, mais aussi un énorme marché intérieur, faisait que il m'arrivait d'écrire 2 ou 3 articles par jour pour à l'époque la Tribune et puis pour le Figaro. C'est-à-dire quand Toyota avait des résultats même trimestriels, c'était intéressant. Quand NTT Docomo avait des résultats, c'était intéressant. Panasonic, les assureurs, enfin tout. Aujourd'hui, c'est un pays beaucoup plus où les sujets d'intérêt ont un peu changé. Je pense que le Japon intéresse beaucoup plus sociologiquement le reste du monde. Et évidemment, sur le plan touristique et sur le plan des voyages, c'est devenu une destination. Mais c'est, je pense, une société qui fascine davantage qu'une économie. Et dans la téléphonie mobile, par exemple, le Japon a à peu près disparu à part comme équipementier. Dans l'électronique, c'est pareil. Enfin, le Japon a un peu reflué et est devenu un pays encore une fois, d'équipementier, sauf dans l'automobile où il garde une place de premier plan. Et après, sur le plan financier, enfin, il a des très grands groupes, mais qui sont plutôt actifs sur le plan intérieur et parfois un peu en Asie. Mais les résultats de Mizuho je sais pas, ou de Nippon Life n'intéressent pas le lecteur du Figaro ou de Challenge. Donc l'objet a changé. France Japon Echo, qui est un trimestriel, ça permet d'avoir des articles plus longs et justement plus de fond, d'expliquer des situations. D'autant que la présence française, en fait, la France a cette particularité d'avoir des grandes entreprises parmi les 5 premières dans à peu près tous les secteurs. Et donc, ça donne à un journaliste français à l'étranger, je pense, ce qu'on appelle souvent la vue d'hélicoptère ou justement la vue hors de l'aquarium sur le Japon. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'assurance, dans la distribution, dans la banque, dans l'automobile, dans le luxe, bien sûr, dans l'énergie, dans la défense, il y a un Français parmi les 5 premiers. Et ça donne un regard, cette espèce de présence sur le Japon, qui est très utile pour un journaliste français plus que pour d'autres nationalités, je pense. Et donc j'essaye comment dirais-je, de panacher ou d'avoir différents braquets comme sur un vélo. On a des vitesses qui vont de 1 à 9, mais j'ai des vitesses différentes, des longueurs d'articles différents. Et c'est comme ça que je m'organise un peu. Donc du livre à la petite dépêche d'une nouvelle importante qui vient de tomber. Donc en parallèle de ces activités, tu es également chroniqueur pour l'hebdomadaire Toyo Keizai dont on parlait juste avant, donc, qui est, pour resituer, le plus vieux magazine économique au Japon, parce qu'il date quand même de la fin du 19e. Comment on s'intègre à cette équipe? Quel est ton rôle à l'intérieur? Et puis à quoi tu sers, entre guillemets, au sein de cet hebdo? Alors en fait, d'abord, je suis pas dans l'hebdomadaire, je suis sur le site web de Toyo Keizai Online. Et je crois pas que mes articles passent dans l'hebdomadaire. Et ils ont encore deux rédactions différentes. Mais ce que je cherche, ce que veut Toyo Keizai, c'est il y a quelque chose d'intéressant quand on est au Japon, puisque c'est je pense un monde assez homogène. C'est que justement un étranger peut avoir ce regard un peu distant d'extérieur, voir des sujets qu'on ne voit pas localement. Alors faut pas trop en jouer non plus, mais il y a je pense que souvent on a du mal mais les Français sont un peu pareils, on a du mal à se placer par rapport au reste du monde et on ne voit pas en quoi on est singulier. Et je pense que Toyo Keizai, quand je fais un article sur, je sais pas, si je fais un article sur la place des femmes, sur l'avortement, sur la secte Moon, plutôt sur le sujet de société, enfin je sais pas, l'éducation, sur le tourisme,
sur un scandale particulier, je pense voir des choses qu'un journaliste local ne verra pas, ne serait-ce que parce que je suis un peu hors de ce monde, quoi. Nul n'est prophète en son pays. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup. De, on raconte que le fondateur d'Istanbul, Istanbul est placé sur une rive qui est plus belle que la rive d'en face, où il y avait déjà une civilisation. Et le fondateur d'Istanbul avait entendu cette prophétie: tu bâtiras ton monde au pays des aveugles. Et il est arrivé devant le site d'Istanbul qui n'était pas occupé, et en fait toute une civilisation s'était mise en face de cette rive. Et il s'est dit: les gens n'ont pas vu que c'est là que la rive est belle. Et donc a fondé Istanbul là. Et je pense souvent à cette phrase. Alors j'ai pas l'ambition de fonder Istanbul, mais un journaliste étranger, surtout au Japon, comme c'est un monde encore une fois assez homogène, il a cette particularité peut-être de voir des choses que les Japonais voient pas. Et c'est ça peut-être que Toyo Keizai ou que les lecteurs cherchent en moi, c'est-à-dire un regard sur leur pays que eux-mêmes n'ont pas. Par exemple, je sais pas si je fais un article sur la presse au Japon, sur la peine de mort, par exemple, on vient de changer les billets de banque au Japon. Vous savez, tous les billets viennent de changer début juin. Je pense que les Japonais n'ont pas conscience que c'est quand même assez étonnant de se poser des questions sur qui sera sur les billets de banque. On est passé en France depuis longtemps, enfin on essaye de passer au numérique, et le sujet de qui ordonne les billets de banque d'ailleurs plus personne n'ordonne les billets de banque, mais c'est pas un sujet de société sur lequel on débat pendant des articles, pendant des mois, quoi. Récemment, le sujet du tourisme, justement, qui vous est cher, cette arrivée massive de touristes étrangers au Japon, les Japonais ont une réaction assez ambiguë, et ils ne réalisent pas comment dirais-je, le caractère un peu étrange de cette réaction. C'est-à-dire, ils déplorent ce qu'ils appellent le surtourisme, sans réaliser que finalement, si on remet les touristes à l'échelle du Japon, leur nombre, ils sont en situation de sous-tourisme. Mais aucun Japonais, à ma connaissance, n'a décrit ça, ou même ne le pointe, ni même ne le déplore. Les articles déplorent unilatéralement le fait qu'il y ait trop de touristes dans un endroit de Kyoto, dans un endroit de Kamakura, mais ils voient pas d'une manière générale que par rapport à la France, par rapport à l'Espagne, à la Hollande, à la Grèce, et notamment une grande partie du pays, ils ont très peu de touristes. Et je pense qu'un étranger voit ça mieux, plus facilement que eux, qui n'ont que pour référence eux-mêmes. Alors le surtourisme, évidemment, on va en reparler dans nos questions un petit peu plus tard dans l'entretien. Dernière facette de ton activité que je voulais aborder, c'est ta société de production, Tokyo Story. Donc tu vas pouvoir nous expliquer de quoi il s'agit. Quand on a fait le pré-entretien ensemble, on a parlé d'un film, d'une pièce de théâtre que tu as produit. Et puis également de l'importation d'Awa Odori, qui est un matsuri très très connu au Japon, que tu as pu importer à Paris il y a une petite dizaine d'années. Donc je te laisse nous expliquer un petit peu tout ça. Tokyo Story, c'est quoi? En fait, j'ai toujours, au bout d'un moment au Japon, en rencontrant beaucoup de gens dans mes articles, j'avais une certaine frustration, parce que je me disais que il y avait une sorte de potentiel inexploité entre le Japon et le reste du monde. C'était que le Japon, en fait, tout le monde rêvait d'aller au Japon. Pour un artiste, aller jouer au Japon restait une sorte même pas de rêve, enfin de choses un peu. En tout cas, un artiste, disons-le comme ça, un artiste en France. Si vous allez voir un artiste en France et que vous lui dites: j'ai quelque chose à te proposer au Japon, vous allez être écouté. Ça n'aura peut-être pas lieu, mais et si vous dites à un Japonais: j'ai un grand artiste français que je peux faire venir au Japon, vous allez être écouté. Mais ces deux parties sont rarement mises en contact. Et donc, étant au Japon depuis longtemps, je me suis dit: il y a quand même quelque chose à faire. Et puis je me disais aussi qu'il y avait beaucoup de lieux au Japon qui pourraient être détournés de leur objet et devenir des scènes de théâtre. Et donc, j'ai commencé à réfléchir. Et puis un jour, je réfléchissais avec un ami acteur, Guillaume Gallienne, de la Comédie Française, et on se disait: qu'est-ce qu'on pourrait faire venir comme pièce de théâtre qui pourrait être jouée à Tokyo. Et on a eu l'idée de faire jouer huis clos sur une scène de No, le théâtre No à Tokyo. Donc j'ai trouvé un théâtre, une très belle scène.
On a commencé à monter le projet avec Guillaume. On a eu des acteurs absolument formidables. On avait une salle formidable. On a rempli. On a eu le public. Enfin, tout a fonctionné et ça m'a conforté dans mon intuition. Ça a confirmé mon intuition et donc est né Tokyo Story, euh, qui était comme ça un peu cette tentative d'exploiter deux mondes et d'être entre les deux. Donc après, j'ai voulu faire un opéra au Meiji Jingu que j'ai pas mené à bien. C'était au moment du choc Lehman. C'était un truc très très ambitieux et que j'ai pas réussi. Ensuite, j'ai produit donc un Matsuri. Là, c'était la découverte d'un. Je me suis toujours dit que les Matsuri en fait étaient très importants pour le Japon. D'abord parce que c'était des manifestations culturelles un peu totales. C'est-à-dire, il y a de la musique, il y a des costumes, il y a des rythmes, il y a une gastronomie, il y a tout un monde qui en fait est une des facettes du Japon, peut-être la facette la plus méconnue de la culture japonaise à l'étranger. Le reste, bon, la gastronomie, etc. On connaît, mais Awa Odori ou les Matsuri, c'est vraiment un aspect de la culture populaire qui est perçu comme folklorique, mais qui en fait est assez inouï. Et donc, je me suis dit, surtout après avoir découvert en fait Awa Odori par le plus grand des hasards, c'est-à-dire que je passais en train au-dessus de la gare de Koenji le jour où se tenait Awa Odori. Et pour ceux qui n'ont jamais vu Awa Odori, donc qui a lieu le dernier week-end d'août en général, c'est un festival inouï. Enfin, c'est des milliers de danseurs qui dansent sur un rythme effréné pendant des heures avec des costumes différents, des rythmes différents, une espèce de rythme en plus extraordinairement comme ça, oui, rythmé, il n'y a pas d'autre terme. C'est extrêmement abordable comme aspect de la culture japonaise, c'est extrêmement impressionnant, c'est très festif, plein d'énergie. Et je me suis dit, mais comment se fait-il que je ne connaisse pas ça après 25 ans au Japon et que le reste du monde ne le connaisse pas. Donc, mon idée a été de transposer Awa Odori, de l'amener en France, et surtout de le mettre dans un cadre prestigieux, parce que je pense que les Japonais n'ont pas conscience justement de la richesse culturelle et je dirais même aristocratique de leur Matsuri. Ils n'ont pas conscience, il ne leur viendrait pas à l'idée de mettre un Matsuri au milieu du château de Versailles, alors que pour des Français, finalement, ces espèces de mariages sont formidables. Et donc, je me suis débrouillé pour louer la place des Vosges à Paris, une des places les plus belles du monde peut-être, et mettre là-bas Awa Odori, en me disant que ça va être photographié, et donc il y aura des photos dans la presse japonaise, et que ça donnera aux Japonais et aux autres Matsuri l'idée de s'exporter. Et je me disais, j'avais même déposé une marque Awa Odori. Enfin, j'étais extraordinairement, je croyais absolument à ça. Et on l'a fait. Alors, on a fait venir une vingtaine de danseurs, ce qui était très difficile pour plein de raisons, mais on a réussi à le faire place des Vosges, on l'a fait à la Maison du Japon à Paris, et toutes mes intuitions se sont révélées juste, mais au-delà de mes espérances. C'est-à-dire qu'on avait des Parisiens je me rappelle d'une dame qui avait demandé à ce qu'on prenne en photo son bébé, qui avait donné son bébé à une danseuse à Waodori, pour qu'elle se fasse prendre en photo, pour que le bébé soit dans les bras de cette japonaise. Enfin, vous imaginez la stupéfaction des Japonais de se voir confier un bébé comme ça pour une photo. Enfin, c'était très beau à voir. On pouvait plus marcher dans la rue sans qu'on les prenne en photo parce que elles avaient des costumes magnifiques, des chapeaux sublimes, etc. Tout ça dans le cadre parisien. Et l'événement Place des Vosges, c'est très très bien passé. Après, le problème de ces festivals, on voulait le refaire l'année suivante, c'est évidemment les risques d'attentats, d'épidémies, enfin les crises qu'il y a souvent dans le voyage, et cette particularité japonaise que les gens se déplacent en groupe, ils annulent en groupe. C'est-à-dire que si 2 personnes sur 20 disent finalement on va peut-être pas le faire, les 18 autres vont dire bon bah finalement personne va le faire. Et donc cette partie des projets culturels s'est révélée très difficile. Et j'ai pas pu refaire la cascade, si j'ose dire. Et j'ai aussi produit un film de cinéma, un peu pour la même raison, c'est-à-dire le monde entier est fasciné par le cinéma japonais, peut-être plus que les Japonais eux-mêmes, c'est-à-dire que en France, quelqu'un qui est un peu cultivé en cinéma, c'est qui est Ozu, Mizoguchi, Kurosawa, etc. Au Japon, oui, les gens ont peut-être vu Tokyo Monogatari, mais
souvent les films japonais ont du succès à l'étranger avant d'en avoir au Japon. Ça a été le cas de Kitano. Kitano a été anobli, pour ainsi dire, par la France, par le Festival de Cannes, par les autres festivals, avant d'être pris au sérieux dans son pays. Et l'histoire de ce film est un peu la même chose, c'est-à-dire c'était un réalisateur américain qui voulait faire un film un peu hommage au cinéma japonais. Euh, il avait du mal à trouver du financement et à le monter. Moi, j'étais à Tokyo et avec deux autres producteurs, on a décidé de le produire en jouant justement sur les deux tableaux, c'est-à-dire en disant à l'équipe japonaise, si vous travaillez avec nous, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a une chance d'aller dans des festivals internationaux. Et puis en disant, et puis aux étrangers, c'était pas la peine de les convaincre. Vous venez au Japon et on vous propose une expérience japonaise. Donc on a trouvé des financiers étrangers que le cinéma intéressait, on a trouvé des techniciens japonais que le projet intéressait, on a trouvé des acteurs japonais, notamment Nishijima Hidetoshi, qui est l'acteur le plus connu au Japon depuis des années, qui était notamment dans Drive My Car, qui a eu un Oscar, qui était enthousiaste. Et de fait, on a réussi à financer le film. On a fait l'ouverture de la sélection Horizonti au Festival de Venise. On a fait des festivals à Istanbul, à Venise, à Moscou. J'ai ouvert le Festival du film de Moscou avec ce film. Donc on a vraiment, ça a très bien, enfin, en tout cas les intuitions sont révélées exactes. Et c'était mon dernier projet. Donc ça date un peu maintenant. Mais j'ai toujours cette société de production. Il y a toujours des projets qui arrivent et qui repartent. Mais je dois avouer que je suis plus pris par l'écriture en fait. Ce que je fais de plus naturellement, ça reste d'écrire. La production, c'est quelque chose que je fais je me suis dit, il y a quelque chose à faire, donc je l'ai fait. Mais je suis plus quelqu'un qui écrit que quelqu'un qui organise. Et d'ailleurs, c'était aussi pour ça que j'avais fait cette production. Tout d'un coup, je faisais des conférences de presse. C'est-à-dire, je devais répondre à des journalistes et je voulais voir ce que ça faisait d'être de l'autre côté de la barrière, d'être jugé. Donc voilà. Mais j'espère le refaire un jour. Alors, presque à mi-chemin de ton expérience actuelle du Japon, il y a eu 2011, donc le méga séisme. On en reparle aujourd'hui, le tsunami qui a suivi, et puis l'épisode des centrales nucléaires à Fukushima. Qu'est-ce que ça fait d'être français, d'être gaijin, d'être expatrié au Japon pendant mars 2011, avec tout ce qui s'en est suivi, la fuite, ce qu'on appelait les flyjin. Comment tu as vécu en fait cet épisode en tant que journaliste et en tant qu'expatrié au Japon? En fait, Fukushima était, comment dire, il y avait quelque chose de très étrange étant étranger au Japon, c'était que la panique, plus on était loin de l'épicentre, plus il y avait une panique. C'est-à-dire que les gens vous appelaient de France en vous disant mais quand est-ce que tu t'en vas, etc. Et pour ceux qui vivaient à l'époque, les Japonais évidemment étaient inquiets, mais ils restaient au Japon pour la simple raison que leur vie était au Japon et qu'ils n'avaient pas d'autres lieux où aller. Euh, un ami avait eu cette phrase, un ami journaliste avec qui j'étais à Fukushima m'avait dit le jour où on évacue l'empereur, je partirai. Et c'est vrai que c'était une assez bonne boussole, un assez bon baromètre, je pense, de savoir que l'empereur restait dans son palais et que la situation, pour tendue qu'elle était, en tout cas les gens ne cédaient pas à la panique. Ce qu'on a appelé les flyjin, avec le recul, je me demande si, comment dire, il y a eu plusieurs choses. Les gens qui ont quitté leur poste et qui avaient des responsabilités dans des entreprises japonaises ont eu beaucoup de mal à revenir après parce que les Japonais beaucoup ont estimé qu'ils avaient déserté ou qu'ils étaient partis précipitamment. Bon, enfin, c'est un peu la même chose, je pense, partout en fait. C'est-à-dire que quand il y a eu des inondations en Thaïlande et qu'il fallait qu'il y avait des Japonais ou des Français ou qu'il fallait partir ou un tsunami en Indonésie, le réflexe de gens où ça n'est pas le pays, c'est de partir. Après, s'ils le font en désobéissant, s'ils le font en abandonnant leur poste sans le dire à personne, etc. Peut-être que c'est plus, etc. Mais il n'y avait pas une spécificité, je pense, à rentrer en France à ce moment-là. C'était un moment très dur et voilà, il y avait ceux qui ont choisi de rester, ceux qui avaient choisi de partir et
c'était difficile de tracer une frontière entre les deux. Moi, je suis resté très longtemps jusqu'à un moment où je suis reparti parce que j'étais fatigué, et puis il y avait d'autres raisons qui ont fait que je suis rentré en France quelque temps. Mais je suis parti le lendemain du tsunami, je suis parti à Sendai, à Fukushima, et puis je suis resté, et puis après je suis reparti au bout d'un moment. Mais il y a eu un moment assez, en fait, qui résume un peu ce moment. Ce moment, c'est le moment où, quelques jours après la catastrophe, en fait, j'étais en route vers la côte de Fukushima et j'entends c'est moi qui conduisais et j'entends dans l'autoradio qu'on annonce un tsunami, une vague qui arrive là où on est, là où la voiture est. Et je suis avec un ami journaliste et qui me dit bon bah on va aller sur le bras d'autoroute devant nous parce que l'autoroute surplombe la campagne et donc on va aller là parce que si les vagues arrivent, on a une chance de s'en sortir. Et je monte sur ce bras d'autoroute et je vois partout des Japonais qui ont eu la même idée et des gens qui regardent à la jumelle la vague qui est en train d'arriver et des soldats. Et mon téléphone sonne à ce moment-là et on est en fin de matinée et l'appel vient de France. Et ce qui est étrange, puisqu'en France, il est 7 heures du matin à ce moment-là. Et en fait, c'est ma mère, et ma mère me dit, on annonce qu'un tsunami arrive, t'es où? Et il se trouve que je suis devant le tsunami. Donc. Et je dis à ma mère, bah, je te rappelle, en me disant que peut-être que je la rappellerai pas. Et quelques secondes plus tard, un soldat des forces d'autodéfense se lève vers nous et fait, fausse alerte, il n'y aura pas de vague. Donc on redescend et on repart vers le rivage. Donc tout ça pour vous dire le côté un peu fou de ces quelques jours où tout était rapporté en France et où tout avait l'effet d'une loupe grossissante. Mais comme il y a quelques jours en fait où on annonçait, vous avez vu qu'on annonçait peut-être un énorme tremblement de terre, ce qui était rapporté par les médias français et amplifié en fait, que peut-être il y avait des inondations. Et donc, on avait donné l'ordre à 1 million de gens d'évacuer, ce qui n'était pas vrai du tout, enfin, ce qui était une exagération. Et donc, il y a toujours cet effet un peu étrange où plus on est loin, plus il y a un effet grossissant avec la distance. C'est-à-dire que, et Fukushima était un peu l'espèce d'apothéose de ça. Voilà, donc c'est un peu comme ça que j'ai vécu Fukushima. C'était un événement, évidemment, enfin, qui dépassait tout ce qu'on. Enfin, moi, je dis souvent le Japon, il y a une petite chance qu'il se passe quelque chose d'énorme en fait. Si on veut résumer le Japon, c'est-à-dire que vous êtes dans un pays assez calme, où il n'y a pas de grandes révoltes, où il n'y a pas de grands conflits sociaux qui dégénèrent, où il n'y a pas de remise en cause, où c'est le même pouvoir depuis à peu près, enfin depuis Mathusalem. Mais il y a la chance un jour d'un énorme cataclysme. Donc voilà, une petite chance d'un grand malheur. Voilà, c'est ça si je devais résumer le Japon pour un journaliste. Donc voilà, c'est comme ça pour la faire courte. Fukushima, c'était ça, c'était la petite chance du grand malheur. Je voudrais aborder le sujet, alors ça nécessiterait un podcast entier, mais de la relation entre les politiques et les médias au Japon. Il y a une forme de dichotomie, parce que le Japon en est plein, sur le suivisme des médias. C'est quelque chose qu'on a pu constater récemment avec tout cet épisode sur la pénurie de riz. Et on a pu notamment, on en avait parlé ensemble, mais tu avais fait le calcul de l'impact du tourisme sur la consommation de riz au Japon, qui est reprise un petit peu sans réfléchir dans beaucoup de médias japonais d'abord, et puis aussi à l'extérieur évidemment par les traductions. Et en fin de compte, les calculs montraient que moins de 0,5%, je crois, de la consommation de riz était attribuable en tout cas au tourisme. Quels sont les mécanismes qui font qu'on va avoir dans les médias japonais comme ça un suivisme, peut-être une absence d'investigation et puis des redondances sur des événements qui sont parfois totalement faux? Alors je pense qu'il y a tout au Japon en fait, on trouve comment dire. Bon, le Japon est un pays quand même où les grands médias ont à peu près la même lecture des événements. Donc
notamment les grands événements, souvent les unes, par exemple quand Abe a été assassiné, les unes étaient les mêmes, mais à la, au millimètre près des caractères. C'est-à-dire qu'on avait évidemment le même message. Enfin, il est dur de pas imaginer qu'ils se sont entendus parce que les mots c'était exactement les mêmes, etc. Et plus généralement, c'est vrai que c'est une machine, notamment les grands médias, à un peu reproduire ce qu'on leur dit. C'est-à-dire si je sais pas, le ministère des Finances dit quelque chose, ou l'énergie, ou la santé, etc., les médias japonais vont le prendre pas pour argent comptant parce qu'ils sont extrêmement diligents dans leur recherche de l'exactitude, mais c'est au détriment, au dépend de l'esprit critique et analytique. Donc j'ai une collègue qui parle des journalistes japonais en conférence de presse comme des dactylos ou des sténographes, et c'est-à-dire c'est l'idée il faut absolument écrire au mot près ce qu'on vous dit. Moi, ça m'est arrivé une fois, un jour, un journaliste à l'aéroport vient me voir d'un grand journal et me dit est-ce que je peux vous poser des questions? Je fais une interview sur un sujet, je dis oui, je réponds, et puis le journaliste me dit vous avez quel âge? Alors, je sais plus, j'ai 48 ans, et je me dis, mais pourquoi il me demande ça? Et ensuite, il me dit, mais vous êtes né quel jour? Alors, je dis, je suis né le 19 juin, mais pourquoi vous me demandez ça? Et il me dit, parce que si mon journal paraît le lendemain de votre anniversaire, l'âge sera faux. Donc, je veux être sûr que, comme je vous interviewe un jeudi, l'article paraîtra le samedi. Si là, vous avez 48 ans, je veux être sûr que quand l'article paraîtra, vous n'en aurez pas 49. Et donc, je lui ai dit, vous n'avez pas autre chose à foutre parce que le sujet n'était pas du tout sur mon âge. Et c'est un peu ça la presse japonaise. Donc ils sont extraordinairement précis dans leurs faits, et plus que la presse française, je dirais, si tant est que je puisse en juger. Mais par contre, ils ne remettent rien en question. Et ou alors souvent le presque vrai est pire que le faux, parce que vous avez à peu près tout bon, mais il vous manque un bout crucial qui fait que ce que vous dites est débile. Et typiquement sur le riz. Le riz, depuis quelques semaines, donc, on explique que les supermarchés manquent de riz pour, en gros, 3 raisons. La production, la récolte a été mauvaise, la demande a été plus forte, et les touristes étrangers. Et donc, si on fait un calcul, d'abord, c'est une affirmation très grave, je pense, parce que ça fait un peu penser à cette phrase « les étrangers volent le pain de la bouche des Français », qui est quand même qui a des conséquences sociales. Enfin, ça veut dire que tous les gens qui lisent ça se disent qu'il y a moins de riz pour les Japonais parce que les étrangers en mangent. Donc, si un jour les gens commencent à vraiment manquer de riz, c'est vers les étrangers qu'on se tournera comme bouc émissaire. Mais surtout, il suffit de réfléchir 20 secondes, enfin de se dire, mais en fait, les étrangers, les touristes étrangers, ils restent au Japon 8 jours par an. S'il y en a aujourd'hui beaucoup par rapport à l'an dernier, cette année, on aura à peu près 35 millions de touristes. Ça fait donc 35 fois 8, 35 fois 8 jours de consommation de riz. Il faut ramener ça à 125 millions de Japonais fois 365. Donc si on fait ce calcul, on se rend compte que la consommation de riz, au mieux, des touristes étrangers est d'environ 0,4 ou 0,5% du total. Donc on ne peut pas attribuer aux étrangers les baisses de riz que les gens subissent dans les supermarchés. C'est comme si vous aviez 200 invités à un mariage et que tout d'un coup on disait bah non, finalement on est 201 et c'est pour ça que le mariage a coûté 30% plus cher. Ça marche pas. Donc s'ils avaient juste eu si c'était juste arrêté sur leurs propres chiffres, ils n'auraient pas écrit ça. Et d'ailleurs, petit à petit, on voit ces derniers jours que cette responsabilité des étrangers est écartée. Et même le ministre de l'Agriculture, d'ailleurs, il y a 2 semaines, a lui-même dit en conférence de presse, c'est pas les étrangers, puisque, et reprenons le calcul que je viens de faire, enfin faisant le même calcul, il dit c'est pas bon, enfin on arrive à 0,4, 0,5%, donc on pense pas que c'est ça. Mais pourtant les médias japonais, et les grands médias, la NHK, le Yomiuri, etc., restant dans cette explication, en faisant une des 3 explications, lui donne une place démesurée et je dirais même dangereuse. Et c'est vrai que c'est un exemple de suivisme, d'absence d'esprit critique qui fait que des nouvelles non pas fausses mais tellement inexactes qu'elles sont presque pires que fausses sont propagées. Et le surtourisme, c'est un peu pareil.
C'est-à-dire que sur tourisme, si effectivement, si on va à Kiyomizu-dera à midi le 15 août, c'est sûr qu'il va y avoir du monde à Kyoto. Mais si on considère le Japon dans son ensemble, on voit bien que les ratios population sont très faibles. Et on voit même que le tourisme est un secteur dont a besoin le Japon et qu'il devrait embrasser plutôt que rejeter. Alors ça nous fait un tremplin tout trouvé justement pour aborder le surtourisme. Hum. Je voulais attaquer par l'histoire de l'épisode de Kawaguchiko avec cette fameuse bâche noire qui a été posée, puis déposée, puis bon. Qu'est-ce que ça nous dit du rapport du Japon à son tourisme? Alors évidemment, c'est pas blanc ou noir, c'est pas ce que j'attends comme réponse. Et puis il y a des mauvais comportements sur place, voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cet épisode qui sans doute n'est pas terminé d'ailleurs, de la bâche de Kawaguchiko? Bah, d'abord, l'idée, quand on lit les articles sur cette bâche, en fait, souvent, le truc, en fait, avec le tourisme, et c'est pour ça que les télés se sont emparées, c'est que c'est vraiment, enfin, on voit le trop-plein, mais on ne voit pas ce qui n'est pas. Voilà. Vous avez cette phrase, vous savez, on peut pas prouver que les licornes n'existent pas. On peut prouver ce qui existe, on peut pas prouver ce qui n'existe pas. On n'a pas vu de licorne, mais peut-être qu'il y a des licornes. Euh, on n'a pas vu, enfin, on voit pas de touristes parce qu'il y en a pas, par exemple, sur la côte ouest du Japon, mais on voit les touristes qui sont en nombre à Kyoto ou autour du mont Fuji à Fuji Kawaguchiko. Et donc, pour les télés, c'est un sujet en or parce qu'on voit immédiatement le clou qui dépasse, pour prendre une célèbre expression, on voit immédiatement les touristes qui dépassent. On voit, ils sont accoutrés différemment, ils se comportent différemment, ils, euh, ils sont plus brillants, etc. Bon, ils sont plus, on les voit dans le paysage. Et donc, c'est un sujet en or pour les télés. Et l'histoire de cette vue du mont Fuji avec comme posé sur un convenience store qui est l'image un peu qui réconcilie le Japon d'aujourd'hui et le Japon éternel. La façon de le traiter dans un autre pays, ça aurait été de se plaindre peut-être, mais ensuite de dégager l'accès, d'essayer de canaliser les flux de touristes, de créer des restaurants et des cafés pour satisfaire la demande, de mettre en place des poubelles dessinées par Kengo Kuma, de capitaliser sur cette demande. Enfin, il y a pas un autre secteur de l'économie où on vous dit on a trop de clients. Euh, enfin, même, je sais pas, le Louvre, enfin, le château de Versailles, les sites très populaires, euh, les commerces populaires, personne ne se plaint du trop plein de clients. Alors évidemment que le tourisme a un impact euh, néfaste s'il est sur une certaine partie, s'il y a trop de monde, il épuise les ressources, etc. J'étais à Amsterdam cet été, comment la clientèle touristique entre en conflit avec les étudiants, avec les locaux, etc. Mais tendre une bâche autour du mont Fuji est peut-être la façon la plus bête de traiter le problème. Euh, et surtout, ce qui est terrible, c'est pas tant la bâche que la réponse justement médiatique, qui est de dire finalement quelle idée formidable, ça permet de résoudre le problème. Ça résout aucun problème. Les touristes sont allés un peu à côté et sont partis ailleurs. Et la ville a perdu une clientèle dont elle aurait pu faire autre chose. Euh, donc c'est presque la réaction. La réaction est presque pire que l'acte parce qu'on comprend le maire d'une petite ville qui est désemparée, pour qui peut-être c'est une plaie qui se répercute pas en recettes fiscales. Mais le pire, c'est l'absence de réflexion critique, c'est le manque de réaction de l'agence du tourisme, qui pourrait avoir son propre avis, et qui même se plaint du surtourisme. Enfin, le ministère de l'Industrie ne dit pas qu'on produit trop de voitures au Japon. Le ministère de la Santé ne dit pas qu'il y a trop de médicaments. Enfin, c'est quand même étonnant de se plaindre, encore une fois, du seul secteur en croissance au Japon, qui est celui du tourisme. Donc la réaction était presque plus désespérante que l'acte lui-même. Et ça dit beaucoup sur le Japon d'aujourd'hui qui ne reconnaît pas en fait, ce qui est une opportunité.
Aujourd'hui, les touristes sont le premier secteur d'exportation de l'économie, puisque le tourisme, même s'ils sont dans un pays, c'est un secteur d'exportation, puisqu'on vend des produits et des services japonais à des étrangers. Donc, je crois que c'est peut-être pas le premier ou c'est juste derrière l'automobile. Enfin, c'est un secteur très important qui fait vivre essentiellement des Japonais, des hôtels, des trains, des bus, des restaurants, enfin, qui vivent de la manne touristique. Kyoto, qui a un énorme problème de collecte fiscale et qui a une énorme dette, a un besoin des touristes criants. Donc, crier au surtourisme dans un pays qui en a de plus en plus besoin montre quand même un manque comment dire, de réflexion sur le sujet. Et pour élargir, que penser de la double tarification qui est fortement débattue là ces derniers temps? J'ai même vu une news passer là il y a quelques heures hier je crois, sur le château de Himeji qui pourrait doubler sa tarification pour les touristes à partir de 2026, donc c'est pas encore validé. Mais qu'en pensez de cette double tarification? Je pense qu'il y a deux sujets. D'abord, une fois encore, que la simple double tarification soit étudiée comme un sujet quand même dénote de l'immaturité de ce débat au Japon, parce que le Japon, encore une fois, en ratio par habitant, est en situation non pas de mais de sous-tourisme. Les pays qui eux-mêmes ont énormément de touristes, comme la France, aucun business, surtout privé, ne se permettrait de faire une double tarification étranger-français. Nous, quand on était jeunes, justement, la crainte, c'était de se faire, si j'ose dire, arnaquer en ayant des prix plus chers que pour les locaux, en ayant des menus en anglais qui étaient différents des menus locaux. Donc que la presse japonaise, et d'ailleurs qui a un peu créé ce débat sui generis, parce que dans les faits, il y a très peu de restaurants qui semblent pratiquer la double tarification. On cherche vraiment en vain des exemples. L'exemple donné dans la presse japonaise est un peu toujours le même. C'est une izakaya à Shibuya. D'ailleurs, je vous encourage à regarder les revues sur Google pour vous faire une idée. Finalement, il y a très peu de restaurants qui s'y adonnent. Et même les reportages télé sur le sujet, par exemple dans les Shotengai à Ueno ou ailleurs, les commerçants eux-mêmes semblent assez contre et trouver ça assez injuste. Donc ça semble vraiment être un sujet presque que les médias japonais tentent d'imposer. Et une fois encore, dans ce débat, ils reprennent pour argent comptant les explications de l'izakaya de Shibuya en disant « comme on a des serveurs qui parlent anglais, ça coûte plus cher, donc on n'a pas le choix. Il faut facturer plus cher les clients étrangers. » Ce qui est vraiment, enfin, qui reprennent cette explication sans même la questionner est délirant. Enfin, on n'imagine pas que Air France, que JAL, que les Galeries Lafayette, que Isetan, enfin, en un mot, que tous les business qui ont une clientèle à la fois locale et étrangère fassent une double tarification. Parce que c'est tout simplement injuste, voire même, pour employer un mot vulgaire, dégueulasse, quoi. Après, pour un musée ou pour une institution publique, ça peut s'expliquer peut-être si le musée est un coût net pour la municipalité, etc. On peut comprendre qu'une infrastructure publique peut comprendre. Et d'ailleurs, il faudrait pas dire double tarification. Il faudrait dire tarif préférentiel pour les locaux, par exemple, ou tarif pour les seniors, ou tarif au cinéma pour les jeunes filles le mercredi, ou pour les étudiants. On peut comprendre qu'il y ait un discount, mais surcharger un touriste, comme le proposent notamment les restaurants, c'est vraiment scandaleux. Il n'y a pas d'autre mot. Mais que ce débat n'est pas un parfum de scandale, et que même moi, quand j'écris dessus, les Japonais me disent que c'est mon article qui nuit à la réputation du Japon. Non, c'est votre double tarification qui nuit à la réputation du Japon. C'est pas mon article. Donc, une fois encore, c'est pas tant la mesure elle-même que le débat ou l'absence de débat qu'elle suscite qui me semble problématique, ou même cette expression en japonais qui est kanko kogai, qui est pollution touristique, mais qui pour un japonais, kogai veut dire
c'est des mots qu'on emploie en général pour Minamata ou pour de grandes tragédies environnementales du XXe siècle. Et le tourisme n'a jamais tué personne. Le tourisme n'est pas un facteur de pollution plus que l'automobile. Donc, comme ça, le résumer, le ramasser dans des termes aussi forts montre l'immaturité du Japon sur ce secteur. Est-ce qu'on pourrait dire que le service au Japon s'est dégradé dernièrement? C'est une question ouverte, hein, peut-être depuis le Covid. On parle de manque de personnel, on parle de difficultés de communication en anglais au Japon. Est-ce que globalement, le service japonais que l'on connaît, qui est excellent, petit à petit se dégrade à cause de ces facteurs ou d'autres? Je pense que le vieillissement de la population, la difficulté à trouver notamment des serveurs, à trouver des cuisiniers, fait qu'inévitablement, oui, le service se dégrade, soit, et tout le monde le constate, tous les gens qui sont ici depuis longtemps le constatent. Les gens qui viennent de l'étranger le constatent pas forcément parce que il y a une telle qualité de service, il y a une telle abnégation à comme ça, à aider, à servir, que globalement, enfin, peu de gens rentrent du Japon en se disant qu'ils ont été maltraités. Il y a de plus en plus de gens qui, enfin, c'est mon expérience personnelle, mais qui vous racontent une mauvaise expérience dans un séjour long où tout s'est passé merveilleusement. Ça, il y a beaucoup de gens qui disent, je comprends pas pourquoi j'ai été refusé d'une izakaya une fois, je comprends pas pourquoi on a été désagréable avec moi une fois. Ça arrive. Euh, mais globalement, le service reste extraordinairement élevé et surtout, il y a ce côté, ce que j'appelle moi le luxe d'atmosphère, c'est-à-dire que vous rentriez dans un convenience store, dans une poste ou dans un magasin de luxe, vous serez quand même traité avec énormément d'égards, peut-être plus qu'ailleurs. Vous aurez sans doute pas ce service personnalisé que vous pouvez avoir dans un restaurant ou un café parisien qui peut être plus chaleureux et plus blagueur ou plus, disons, familier dans le bon sens du terme, mais vous aurez quand même un sens enfin, un souci du client au Japon qui reste inouï. Ça, il faut pas se mentir. Mais je pense que le, le, encore une fois, la peine du personnel, c'est-à-dire des gens assez mal payés, qui travaillent tard, qui habitent loin de leur lieu de travail, quand vous rentrez dans un restaurant à 22 ou 23 heures et que vous êtes avec des gens qui sont en fin de service, qui sont fatigués, qui sont plus âgés qu'avant, ou dont les salaires n'ont pas beaucoup bougé, qui doivent ensuite rentrer chez eux, fatalement, vous ne serez pas aussi bien servi que si ces personnes avaient 10 ans de moins, étaient mieux payées et étaient dans une ambiance plus dynamique. Donc, mais globalement, le service reste formidable. Comment pourrait-on améliorer la politique touristique japonaise? Alors déjà, on peut se poser la question de savoir s'il y a une vraie stratégie ou une vision globale, en tout cas, qui le nécessiterait. Et puis, peut-être là, on arrive dans le fantasme, mais si tu étais ministre du tourisme, comment ferais-tu pour améliorer l'accueil des visiteurs étrangers? Est-ce qu'il y a des secteurs qui ne sont pas, sur lesquels on ne capitalise pas assez? On parlait du ski, on parlait des plages, on parlait du saké, etc. Quelles seraient les pistes pour améliorer encore la politique touristique japonaise? Je pense que déjà, il faudrait benchmarker le Japon. C'est-à-dire, il faudrait que le Japon fasse un travail d'étude sur lui-même et sur les autres destinations, les grandes destinations touristiques, voir ce qui marche pas, et se l'appliquer. Je pense qu'aujourd'hui, le Japon n'a pas de politique touristique. Il y a des objectifs chiffrés, mais il n'y a pas de vision, il n'y a pas de récompense, par exemple, des bons élèves. Il n'y a pas de, ils sont encore une fois pas. Le problème du Japon, c'est qu'il souvent il n'est pas conscient de la valeur de ce qu'il a. Or, sa richesse naturelle aujourd'hui, c'est le tourisme, c'est les lieux touristiques. Il n'a pas de pétrole, mais il a des plages, il a des montagnes, il a des trésors gastronomiques, culturels, naturels, dont il n'a pas lui-même conscience, parce que finalement, les Japonais, je pense, n'ont pas sont un peu en porte-à-faux par rapport aux touristes du monde entier. Les touristes, quand ils viennent au Japon, ils veulent passer une semaine, 15 jours, 3 semaines, souvent en famille,
musarder, découvrir, laisser la place au hasard. Et c'est une vision du voyage qui finalement est pas celle ou du tourisme, de la découverte, qui est pas celle des Japonais. Les Japonais ont des congés souvent dans des périodes extrêmement pointues et serrées, au bon Golden Week. Euh, ils partent pour des durées très courtes. Ils sont donc dans des il y a un effet un peu thrombose sur quelques destinations et sur quelques périodes de l'année. Ils cherchent pas forcément la même chose. Ils sont un peu tout d'un coup il y a cette demande gigantesque qui arrive sur eux et qu'ils ont du mal un peu à appréhender. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait s'apercevoir de l'énorme potentiel. Déjà, il faudrait pas gêner les opérateurs étrangers qui veulent exploiter ces richesses touristiques avec des retombées pour le Japon lui-même. Enfin, on a l'exemple de Niseko à Hokkaido, qui est une sorte de cocagne du ski, mais qui reste un exemple un peu à part, qui a été totalement développé par des Australiens, puis par des Chinois et maintenant par des Japonais. Et qui est une création de valeur sur une petite station de ski, mais qui pourrait être produite à Hakuba, à Yuzawa et dans d'autres stations de ski qui sont uniques dans une région qui va en haut de la Nouvelle-Zélande à la Russie et qui représente la partie du monde peut-être avec la plus grande richesse et le plus grand nombre de skieurs potentiels, par exemple. Pareil pour les plages. Le Japon est pas connu pour ses plages, pour ses îles, pour son farniente, etc. Mais il y a un potentiel, ne serait-ce qu'à 1 heure de Tokyo, à Chiba, il y a des plages absolument inouïes qui sont pas exploitées ou qui même sont à l'abandon. Il y a tout un littoral qui devrait être ce qu'est la Bretagne, la Normandie, qui devrait avoir la même activité touristique et qui périclite. Et je parle même pas de la côte ouest du Japon, qui est magnifique et qui n'est absolument pas exploité. Donc il faudrait que le Japon prenne conscience de ça. Donc si j'étais ministre, je ferais ça, je ferais un état des lieux par région et par secteur, la montagne, la neige, donc par région. Hokkaido a pas la même chose à offrir qu'Okinawa, etc. Je regarderai les carences, les potentiels. Je récompenserai les acteurs qui se comportent le mieux, qui font les bonnes solutions. Le Japon n'aime pas comme ça différencier les meilleurs et les moins bons. C'est un pays qui a toujours pas d'étoiles dans ses hôtels, par exemple. C'est un pays qui veut pas faire un système d'étoiles comme la France ou comme d'autres pays pour différencier les bons des mauvais. Et je ferai comme ça, j'essaierai d'adapter au Japon les solutions qui marchent et puis je rejetterai celles qui marchent pas. Mais le Japon est un ami à cette phrase, il dit c'est le pays avec la plus forte surprise potentielle, le Japon. Vous arrivez, vous avez une série d'a priori, ils sont plus ou moins corrigés, mais en général vous repartez en étant très agréablement surpris de ce que vous avez trouvé, ne serait-ce que parce que le Japon l'a pas promu ou l'a pas mis en avant. Typiquement les matsuri, les gens ne viennent pas au Japon souvent pour des matsuri, mais les matsuri de Fukui, les matsuri Awa Odori, Nebuta Matsuri, ce sont des choses. Il faudrait que le Japon comprenne ce qu'il a d'unique, en fait. Non seulement des paysages, mais aussi donc des matsuri, une culture. Qu'est-ce qu'on ne trouve qu'au Japon? J'ai fait l'autre jour, cette année, Kumano Kodo. C'est absolument, qui devient, je crois, populaire auprès des Français. C'est un parcours, mais que j'ai découvert ça après 30 ans de Japon. C'est peut-être ma faute, mais ça montre aussi à quel point le Japon ne met pas en avant les merveilles qu'il a, quoi. Je crois qu'en Corée, à un moment, le commissaire du tourisme était un étranger. Je pense qu'au Japon, en fait, le tourisme est laissé à des gens qui savent pas ce qu'est le tourisme, et notamment ils savent pas ce qu'est le tourisme étranger, donc ils peuvent pas faire ce qu'on appelle des produits, des destinations, des régions. Vous savez, ils ont une réflexion par préfecture, par exemple. Mais en France, un touriste va pas d'une préfecture à l'autre. Par exemple, ils développent pas la location de voitures, voire ils la craignent. Moi, je me suis fait entendre répondre par une sommité du tourisme japonais que les étrangers avaient un risque de provoquer des accidents au volant, donc il valait peut-être mieux pas promouvoir la voiture à la campagne. Alors que si vous voulez faire venir des touristes à la campagne, il faut évidemment développer
rendre plus facile la conduite au Japon des étrangers. Donc il y a tous ces blocages qui pour l'instant ne sautent pas parce que le Japon n'a pas encore pris conscience non pas de ce qu'est le tourisme, puisqu'il parle déjà de surtourisme, mais de ce que pourrait être le tourisme, et d'en faire un pays où il est plus facile enfin par exemple le blocage de Airbnb est quand même révélateur. C'est peut-être le seul. Enfin, comment Airbnb a des excès, mais le tuer dans l'œuf comme l'a fait le Japon, ça montre quand même sa réticence à faire du Japon un pays de tourisme. Alors, je vais poser la question brute, hein. Comment le Japon va-t-il évoluer ces prochaines années, ces prochaines décennies? Bah, c'est son choix. Le Japon est un pays qui, enfin, ce qu'on aime au Japon, c'est que c'est comme nulle part ailleurs. C'est ce que c'est le choc ultime, enfin, de dire vous vous retrouvez dans la rue du Golden Gate, enfin, dans ce qu'était le Golden Gate, parce que maintenant c'est plus touristisé, mais quand vous êtes à Wakkanai, ou quand vous êtes à Okinawa, quand vous êtes dans un Matsuri, etc., le Japon a quand même cette espèce de singularité qui est difficile à trouver ailleurs, et qui est aussi un peu sur lequel il s'arc-boute, et qui est aussi un peu sa malédiction, c'est-à-dire tout changement est un peu suspect, quoi. Il se dit qu'il va perdre sa position par défaut, c'est de se dire qu'il va perdre en changeant. Il va perdre au change, d'ailleurs, pour reprendre cette expression, si juste. Et donc, son espèce de conservatisme qui devient quand même un peu gênant, comme disent les adolescents, fait que c'est une sorte de pays qui vieillit à vitesse, enfin à vue d'œil, et qui, s'il n'accepte pas quelques ajustements, par exemple une ouverture de sa nationalité aux étrangers, sa conception de l'immigration uniquement de travail. En fait, il a de l'immigration la même conception qu'un pays du Golfe, c'est-à-dire qu'il accepte une immigration de travail, mais pas de peuplement ou pas de settlement, quoi, pas de il pense pas qu'on peut faire des Japonais à partir d'autre chose. C'est un pays qui reste comme ça, enfin extrêmement. Il n'y a pas d'autre mot. Fermé. Enfin, on peut pas, on ne peut pas le dire autrement, et qui pense toujours changer à ses dépens. Alors c'est ce qu'on aime parce qu'on trouve au Japon une sécurité, une harmonie, des mœurs, une absence d'imprévu en fait, qui est louable. On a l'impression d'être dans une espèce de grande horloge qui fonctionne, d'être à une espèce de petit grain de sel ou de grain de poussière dans une mécanique qui semble fonctionner parfaitement. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, si cette mécanique ne s'adapte pas, si justement elle ne s'ouvre pas, si par exemple elle ne se met pas à l'anglais tout simplement, si je me dis souvent, enfin si la population parlait le niveau d'anglais qu'on parle, moi je rentre des Pays-Bas. Si les Japonais avaient le niveau d'anglais qu'on a aux Pays-Bas ou dans un autre pays, ils régleraient énormément de problèmes par rapport au reste du monde. Ils pourraient discuter, s'évaluer par rapport aux autres, trouver comme ça un chemin un peu alternatif à ce qu'il est et où il est. Là, tout ce qu'il est, il est à craindre que tout ce qu'on aime va diminuer, c'est-à-dire la qualité du service, le dynamisme, et tout ce qu'on n'aime pas va augmenter, c'est-à-dire la réticence au changement, l'espèce de conservatisme pour lui-même, c'est-à-dire quand il n'y a plus rien à conserver. Si vous vous promenez dans la campagne japonaise, vous comparez la campagne du Japon et la campagne française, par exemple, je trouve qu'il y a, enfin, vous vous baladez côte ouest ou même à Chiba ou autour de Kanazawa. Moi, j'ai fait un long reportage le long de la côte ouest à Fukui et autour de Kanazawa et à Noto. Vous passez des journées entières sans croiser âme qui vive. Si dans 10 ans, dans 20 ans,
on a exactement le même paysage, mais avec des gens plus âgés, moins de gens, et moins de gens qui veulent travailler au Japon, avec un yen plus faible, avec une population plus fermée encore. Il est difficile d'être optimiste à long terme sur ce pays. Ça restera un pays très agréable, ça restera un pays qui globalement est un pays très riche où il vaut mieux où il fait mieux vivre que dans beaucoup de pays du monde. Mais il est à craindre que ce modèle sans ajustement, sans aucun homme politique pour proposer une alternative, dépérisse et périclite. Donc c'est cette crainte contre laquelle enfin c'est ce problème contre lequel il doit lutter. Mais mais c'est à lui de le faire. Alors, je vais boucler la boucle pour conclure notre entretien. Comment on fait pour ne pas être blasé du Japon, entre guillemets, quand on y vit depuis 30 ans? Et puis, est-ce que tu envisages de rester au Japon encore à l'avenir, peut-être jusqu'à la fin? Voilà, est-ce que tu as envisagé ce sujet? En fait, moi, je crois qu'on a, mais c'est peut-être mon défaut aussi, on a tendance à voir le Japon ou les Japonais comme en bloc. C'est-à-dire, on dit les Japonais, le Japon. Et les Japonais eux-mêmes, tu sais, ils ont cette expression wale wale. Nous pensons que. Et j'avais interviewé Régis Debray quand il était passé au Japon et il me disait, moi, ça m'énerve beaucoup quand les Japonais me disent nous pensons que. Moi, je leur répondais qu'est-ce que tu penses toi? Et on a tendance à voir le Japon donc en bloc et les Japonais ont tendance à se penser en bloc. Et c'est un peu une erreur. Et en fait, si je devais écrire un autre livre sur le Japon ou sur les Japonais, j'appellerais ça des Japonais. Euh, et vous avez toujours des rencontres, des contacts, des choses qui vous réconcilient avec ce pays, qui vous consolent, qui vous, au contraire, vous impressionnent tellement une heure avec, je sais pas, un bénévole, un taxi. L'autre jour, j'ai interviewé un marchand de riz, justement pour cet article sur le riz, qui est de la troisième génération. Son arrière-grand-père tenait sa boutique de riz, il tient sa boutique de riz, et comme ces commerçants brillants au Japon, comme ils peuvent l'être, il m'a fait une sorte de cours géopolitique sur le riz depuis 130 ans, absolument sidérant dans sa toute petite boutique de Wakamatsu Kawada, en m'expliquant les diverses variétés, justement pourquoi les Japonais étaient pas, les étrangers pardon, étaient pas le problème de la production de riz, les défis de la riziculture, les différents canaux pour le riz, la façon, etc. Et donc ce type qui m'a donné une heure de son temps, alors il avait peut-être autre chose à faire, a illuminé ma semaine. Et on rencontre des gens comme ça, mais tous les 3 ou 4 entretiens, je tombe sur un type ou sur une femme comme ça que je ressors, je me dis mais quel être euh, unique. Enfin, c'est ça cette richesse, c'est qu'on. Donc c'est pour ça que moi je singulariserais en fait. Je dirais des Japonais. C'est ça qui vous déblase, si j'ose dire. C'est ces gens qui, notamment sur des sujets de société où vous rencontrez des gens seuls et qui lutteront seuls contre tous, ou qui ont un point de vue qu'ils imposent seuls, ou qui savent quelque chose, qui ont remarqué quelque chose qui est vraiment qui les rend vraiment singuliers. C'est ça le terme, singulier. Et c'est ça qui vous. Au Japon, souvent les gens qui sortent du Japon, les touristes, ils vont vous dire ce taxi était incroyable, et puis ce restaurateur, et puis dans ce bar, il m'a fait un cocktail avec un vin qui était le vin du village de mon enfance, et puis ce conducteur de train avec ses gants, et puis cette dame qui vend du riz, et puis elle a eu cette attention, et puis ce réceptionniste. Et donc souvent, finalement, le Japon, les gens qui en ressortent, souvent ils vous racontent pas un monument. Ils vous disent qu'ils ont vu un prêtre qui a fait ça, que ils sont allés, ils ont assisté à un mariage par hasard, à une cérémonie, quelqu'un a eu une attention qui les a. Donc c'est ça qui est d'une richesse infinie. Au Japon,
c'est des gens en fait. C'est pas le Japon, c'est des Japonais. Et ça, ils seront toujours là. Donc, et chaque fois que parce que c'est vrai que mes tweets ont tendance à être un peu critiques, quoi, parce que le bonheur écrit blanc et que j'ai parfois tendance à être un peu, disons, à exprimer comment dirais-je, mon dépit ou quand je vois enfin, sur le riz, etc., des nouvelles un peu désespérantes, enfin, sur cette espèce de haro sur les touristes ou etc. Mais chaque fois, je tombe sur quelqu'un qui efface comme ça, comme à l'ardoise magique, tout cette espèce de pesanteur que parfois je sens dans cette société. Donc il y a toujours c'est des gens en fait. Ouais, un jour j'interview un japonais il y a un japonais il se trouve qu'il est non-voyant et qu'il est aveugle et il a traversé le Pacifique en bateau. Donc il est parti je crois, San Diego, il est arrivé en bateau, ils étaient deux, quelqu'un qui voyait, et lui. Et donc je me dis, un skipper non-voyant, c'est quand même, ils sont deux sur ce bateau, ils traversent l'océan, c'est quand même inouï. Donc je l'interview et puis à la fin il me dit, vous préférez être aux États-Unis ou au Japon? Il me dit, ah, je suis au Japon, mais les États-Unis me manquent, et surtout, surtout ce qui me manque, c'est le ski. J'ai dit, pardon? Il dit, oui, j'adore skier. Et je lui dis, mais enfin, comment vous faites pour skier? Bah, vous savez, moi, aux États-Unis, il y a des pistes de ski pour non-voyants. Vous pouvez skier, vous signez une décharge, et les pistes sont faites pour ça. Et vous pouvez. Et je me suis dit, mais ce type, un non-voyant qui vous dit j'adore skier, alors il aurait pu me dire la même chose, ça aurait pu être un Français, aurait pu me dire ça, etc. Mais sortir mais que quelqu'un, et quand même qu'il ait fait cet exploit de traverser le Pacifique, et que son hobby soit le ski. Enfin, vous voyez, il y a toujours des gens comme ça qui sont absolument illuminants. Je pense que c'est un mot affreux à employer, mais on tombe sans cesse sur des gens comme ça dans toutes les strates de la société au Japon. Donc on les trouve peut-être ailleurs, mais ici ils ont une sorte de leur singularité en fait qu'ils éclatent dans ce monde. On a l'impression que les gens pensent collectivement, mais ils ont tous une lumière où they have a story. C'est what's the story? C'est tout le monde a une histoire. Et en fait, ces histoires, il y a 125 millions d'histoires. Donc c'est ça qui empêche d'être blasé en fait. Il faut juste aller les voir et leur parler et puis voilà quoi. Bon Régis, je voulais te remercier. Non, C'est toi aujourd'hui qui a été notre être unique. Wow. Et tu nous as donné un peu plus d'une heure de ton temps. Non, c'était passionnant et puis tu as un regard qui est oui, extrêmement intéressant, éminemment varié sur le Japon. Et puis, alors j'en doutais pas du tout, mais à la lecture de tes tweets, comme tu l'as dit, on peut imaginer que tu es très acerbe. Et en fin de compte, on sent, j'ai pas eu besoin de te poser la question de ce que tu aimais au Japon, parce qu'en fait, à chaque fois que tu nous expliques pourquoi le Japon est désespérant, dans la phrase d'après, tu nous dis pourquoi, en parallèle, il est fascinant. On a un petit peu dansé avec le tutoiement et le vouvoiement. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on se soit accordé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que tu auras un dernier mot pour les auditeurs de Campagne? Non, mais je les encourage à venir au Japon. Je crois que c'est vrai que le Japon est cette surprise, et ce pays avec la plus forte surprise, parce que c'est un pays dont quand on n'y est pas, c'est un pays qui ne déçoit pas. Donc je les encourage à venir, à ne pas se laisser impressionner ni par la distance, ni par la langue, ni par le coût, ni par quoi que ce soit. Et ils y trouveront toujours quelque chose. C'est une leçon de vie qui vous fait réfléchir à vous-même, à votre société, à votre état, à votre situation. C'est un pays où vraiment qui pour ça est une sorte de révélateur et où on a le sentiment d'être seul et en même temps on a le sentiment de faire partie d'une grande chorégraphie et en même temps on est à l'extérieur et en même temps si vous brisez un peu la glace, il y a ce privilège de l'étranger au Japon que j'ai observé moi par exemple en produisant un film qui est que
vous êtes traité comme quelqu'un de passage, justement parce que vous êtes singulier vous-même. Donc, je pense que parfois les Japonais ont des égards pour les étrangers qui sont peut-être qui sont plus attentifs que pour leurs semblables, si j'ose dire. Et ça rend le voyage au Japon assez précieux et encore assez singulier. Donc, c'est un pays où il est devenu plus facile de se déplacer grâce à Google Maps, grâce à etc. Et donc qui s'est normalisé dans le bon sens du terme, mais qui reste une expérience unique pour tout le reste. Donc, sur le plan pratique, il est devenu plus simple, et sur le plan, disons, du voyage, il est resté comme ça un peu fascinant, un peu déroutant. Voilà, c'est le terme. Donc, j'encourage tout le monde à venir et à essayer le Japon. Et pour ma part, j'encourage tous nos auditeurs à te retrouver, alors évidemment sur Le Figaro, sur Challenge, etc., mais également plus simplement sur Twitter, donc x.com/Régis Arnaud en un seul mot. Et je te remercie encore pour ton temps et tes éclairages. Merci Gaël. À bientôt sur Kanpai. Retrouvez plus d'interviews Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.